Bienvenue sur Europe 1 et bonjour, monsieur l'ambassadeur Louchaï. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cela fait 3 mois que dure la guerre en Ukraine. Pour l'Europe, pour l'Occident, il y a un seul agresseur, il y a un seul envahisseur, c'est Vladimir Poutine. C'est lui qui a décidé de l'invasion en Ukraine et c'est lui qui fait durer la guerre. C'est bien la réalité. Alors, la position du gouvernement chinois sur ce problème est claire et constant. Il y a quelque temps, le président Xi Jinping a donné un discours à la conférence annuelle du Forum pour l'Asie. Il a avancé une initiative pour la sécurité mondiale qui réside en 6 points, donc y compris la Chine respecte toujours la souveraineté, l'intégrité territoriale de tous les pays. La Chine préconise d'observer les buts et principes de la Charte des Nations Unies, mais la Chine préconise aussi que les préoccupations de sécurité légitimes de tous les pays doivent être prises en compte. Et il faut, trouver une solution de crise, ou bien de guerre, par voie pacifique, par voie de dialogue et de consultation. Et la Chine agit aussi sur ces principes-là depuis le début de la guerre. Le président Xi Jinping a téléphoné à M. Poutine pour l'encourager à procéder à des pourparlers de paix. Et en effet, on a vu qu'au début de cette crise-là, les deux côtés, ukrainiens et russiens, ont procédé au pourparlers. Dans toutes les prises de parole officielles de la Chine, monsieur l'ambassadeur, il n'y a jamais eu véritablement de condamnation claire de la Russie et de la guerre. Est-ce que sur ce sujet-là, lors des grandes discussions entre le président russe et le président chinois, il a été question de cette condamnation? Ouais, on dit qu'il faut faire le jugement sur la base de la réalité des faits. Il faut prendre en considération les tenants et les aboutissants de la crise. Oui, maintenant, on voit l'actualité, c'est la guerre. Mais on doit réfléchir sur la cause profonde de cette crise-là. Quelle est la cause pour vous? Oui, d'après nous, pour les Chinois, la cause profonde, c'est les 5 cycles d'expansion de l'OTAN vers l'Est. Et ce n'est pas seulement la position, l'attitude de la Chine, c'est aussi le point de vue de beaucoup d'Occidentaux, y compris les personnalités de grande réputation. Vous avez des exemples? Par exemple, M. Kissinger. Henry Kissinger, oui. Henry Kissinger, le chercheur des relations internationales américain, Miles Smear, oui, et d'autres personnes. Et même en Europe, il y en a. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, c'est un véritable débat. Vous estimez, monsieur l'ambassadeur, que par la politique, dites-vous, de la porte ouverte, expansionniste, selon certains de l'OTAN, cela a conduit à la guerre en Ukraine? C'est ça la raison pour vous? Parce que je pense que, et pour les Russes aussi, cela constitue une menace militaire pour la Russie, une menace de sécurité. Alors, on ne peut pas faire comme ça que vous pouvez opprimer ou bien menacer et la sécurité des autres en interdisant aux autres de faire la riposte ou bien de se défendre. Mais regardez aujourd'hui, la Finlande et la Suède ont exprimé leur volonté de leur propre chef de rejoindre l'OTAN pour leur sécurité. C'est la séquelle de cette crise-là. Mais ça montre bien qu'ils ont peur et qu'ils cherchent la sécurité de l'OTAN. Mais à vrai dire, c'est une décision souveraine de ces deux pays-là. Je n'ai pas de commentaires, mais à mon avis, avec une observation objective, je pense que cela n'aidera à rien pour leur sécurité. Parce que leur position neutre peut-être peut mieux protéger leur sécurité. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que la Chine est prête à de nouvelles alliances avec la Russie? Est-ce que vous allez ou est-ce que vous êtes déjà en train
de remplacer l'Occident pour renforcer les liens économiques avec la Russie de Vladimir Poutine? On n'a pas l'intention de remplacer l'ordre actuel du monde. Entre la Chine et la Russie, nous avons un partenariat stratégique très solide. Oui, tout le monde le sait. Et cela est dans l'intérêt des deux pays. À vrai dire, on peut voir maintenant les États-Unis et leurs alliés occidentaux pratiquent une stratégie d'endiguement ou bien de contenir la Russie et aussi la Chine. Les Américains ont déclaré ouvertement leur cible stratégique du premier plan, c'est la Chine. Oui, récemment, le président américain Biden a fait un voyage en Asie. Oui, son but est très clair. Mais pourquoi a-t-il dit ça? Précisons les choses à nos auditeurs. Monsieur l'ambassadeur, sur fond de guerre en Ukraine, Joe Biden a prévenu que les États-Unis étaient prêts à utiliser leurs moyens militaires si Pékin envahissait l'île autonome de Taïwan. La Chine, vous avez dénoncé cette mise en garde, parlant de conséquences irrémédiables. Mais c'est qu'il y a une crainte justement d'un envahissement de votre part. C'est pour cela qu'il y a eu cette mise en garde américaine. Oui, nous sommes très inquiets de cette parole va-t-en-guerre de la part américaine. Elle n'a pas de fondement? Il n'y a pas à s'inquiéter sur vos projets par rapport à Taïwan? Oui, Taïwan, le problème de Taïwan est tout à fait différent de la crise ukrainienne. Il y a bien une souveraineté de Taïwan aussi, comme une souveraineté ukrainienne. La souveraineté de Chine sur Taïwan, ce n'est pas la souveraineté de Taïwan. Tout le monde, tous les pays du monde reconnaissent que Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Donc, comment résoudre le problème de Taïwan? C'est l'affaire intérieure de la Chine. Taïwan est aussi une nation. Elle se revendique aujourd'hui comme une nation, et une nation a une souveraineté. Est-ce que ce n'est pas ce qu'a sous-estimé Vladimir Poutine en Ukraine aussi? Il n'existe pas de nation de Taïwan. C'est vous qui le dites, monsieur l'ambassadeur. Il y a une nation chinoise. Taïwan fait partie intégrante aussi de la souveraineté que de l'intégrité territoriale. Donc, tout à l'heure, je dis que tous les pays du monde reconnaissent que Taïwan fait partie de la Chine. Et deuxièmement, comment résoudre le problème de Taïwan relève des affaires intérieures de la Chine. Et troisièmement, il faut dissuader les autorités taïwanaises de faire des provocations, de faire le risque de franchir la ligne rouge. Mais quelle est la ligne rouge? Pour éviter la guerre. Mais, monsieur l'ambassadeur, des bombardiers russes et chinois ont volé récemment au-dessus des mers de Chine et du Japon. Les États-Unis y ont vu une provocation et Taïwan, depuis des années, demande une forme de protection américaine. Donc, les manœuvres conjointes chinois et russes, c'est pour répondre aux provocations de la part des Taïwanais et des Américains. Jusqu'où ça va aller, monsieur l'ambassadeur Liu Sha? Est-ce que c'est une forme de guerre froide qui s'installe, et peut-être même plus, entre les États-Unis et la Chine? Est-ce que c'est une nouvelle guerre froide aujourd'hui? Je redoute que ce serait une guerre froide, mais nous rejetons la mentalité de la guerre froide. Nous refusons une nouvelle guerre froide dans le monde et surtout autour de la Chine. Vous connaissez sans doute la formule qui a été utilisée et théorisée par Joe Biden, celle du collectif occidental qui représente le monde libre face à l'international des autocrates avec la Russie et la Chine. Est-ce que c'est ce nouvel ordre mondial qui se dessine? C'est ce que nous rejetons. Donc, le monde actuel, c'est plutôt une globalisation économique où tous les pays se développent en interdépendance. C'est une bonne situation. Mais ce que font les États-Unis, c'est couper, c'est diviser le monde, diviser des blocs, entre deux blocs, diviser entre deux blocs. Une bloc soi-disant démocratique, un autre soi-disant autoritaire, mais il n'existe pas. Pourquoi vous dites soi-disant démocratique? Les États-Unis, l'Occident
Ce n'est pas la Est-ce démocratie. que les c'est pas États-Unis peuvent se prétendre démocratie? Donnez-moi un contre-exemple qui montrerait que Oui. les États-Unis ne le sont pas. Oui, je ne sais pas. Ouais. Dans le pays, aux États-Unis, il y a la corruption, il y a même l'émeute. Hein? Oui, mais ce n'est pas la corruption au niveau de l'État, certes, n'est-ce pas? mais ce n'est pas il y a l'interdiction l'interdiction de la liberté de l'express, de l'information. Monsieur l'ambassadeur, quand même, aux États-Unis, il y a une liberté de la presse. Mais vous pouvez voir sur le Twitter toutes les opinions qui ne sont pas correspondent à la politiquement correcte sont bannies. Vous me dites que vous êtes pour la globalisation, pour un système multilatéral. Mais il y a quelques instants, monsieur l'ambassadeur, vous avez dit que vous renforciez vos liens avec la Russie. C'est ce que dénonce aussi l'Europe. Elle dit que vous êtes en train de faire une sorte de pacte entre la Russie et la Chine. Il n'y a pas de pacte. Bon. Ouais. Est-ce que vous aurez pu me dire le contraire aujourd'hui? La Chine et la Russie ne sont pas alliés, ne sont pas dans une alliance, nous sommes partenaires. Est-ce que vous arrivez ainsi à détourner les sanctions occidentales par rapport à la Russie, en aidant la Russie? La Chine maintient des relations commerciales et économiques et des autres domaines normales, en respectant sur la base des règles internationales. Il est tout à fait normal de maintenir ces relations-là. On n'a pas besoin d'aider la Russie de contourner les soi-disant sanctions, toujours soi-disant. Elles sont réelles, hein? Réelles, mais pour vous, elles n'ont pas d'effet. C'est pas bon pour le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire, monsieur l'ambassadeur, en espérant que la guerre s'arrête d'elle-même? Oui. Selon moi, je pense qu'il faut faire 3 choses. Oui. Tout d'abord, il faut promouvoir le pourparler de paix pour parvenir à un cessez-le-feu. Le président français le fait, Emmanuel Macron. Est-ce que le président chinois le fait aussi. Mm-hmm. Deuxièmement, il faut alléger ou même annuler progressivement les sanctions pour désescalader la situation et éviter le débordement de la crise. Troisièmement, il faut rejeter la mentalité de la guerre froide pour refuser la confrontation entre blocs. Monsieur l'ambassadeur Louchaï, votre gouvernement est accusé de cautionner des exactions contre les Ouïghours. Des images révélées là récemment par la presse, par plus de 14 médias étrangers, montrent des membres de cette minorité musulmane possiblement internés de force dans des camps. Les images, elles existent. Les personnes, elles ne sont pas fictives. Que répondez-vous? Comment nier ce que l'on voit? Ouais. Alors, je connais, il y a quelques jours, on a sorti un soi-disant toujours fichier de police du Xinjiang, mais c'est comme auparavant, c'est toujours des mensonges. J'ai remarqué qu'on dit que ces documents ont été obtenus par le piratage. Donc le piratage, le cyberespionnage a été rejeté et condamné fortement dans le monde occidental. Oui, mais c'est ainsi qu'on a des révélations. D'abord, c'est comme ça que l'on sait la vérité. Condamner cette activité de piratage. Et ensuite, la véracité de ces documents, il faut vérifier. Pourquoi ne pas laisser des journalistes étrangers y aller? Quelle est la meilleure preuve? On invite les journalistes étrangers. Ces 2 dernières années, on a invité des milliers de journalistes, de l'homme politique et des diplomates d'une centaine de pays à visiter le Xinjiang. Mais bien sûr, certains journalistes occidentaux, on les invités, mais ils ont refusé d'y aller. Mais ces personnes que l'on voit, monsieur l'ambassadeur, ces membres de la minorité ouïghour, ils existent. Ce ne sont pas des personnalités inventées. Il y a, certains soi-disant témoins. Mais vous pouvez remarquer que c'est toujours ces quelques personnes, 7 ou 8 personnes. Mais ils sont plus acteurs. Il n'y a aucune répression.
Mais Vous n'exercez aucune oppression, aucune répression face à cette minorité. Toutes les déclarations, allégations prononcées par ces personnes-là sont démenties tout de suite par les autorités chinoises. Vous ne menez pas une lutte sous couvert d'une lutte contre le terrorisme par rapport à cette minorité ouïghour. C'est pas sous couvert de la lutte contre le terrorisme, c'est réellement la lutte contre le terrorisme. Vous connaissez, depuis les années 90 jusqu'à 2016, pendant plus de 20 ans, au Xinjiang, il s'est passé des milliers d'attaques terroristes qui a entraîné des centaines de morts, des milliers de blessés, et avec les mesures adoptées par le gouvernement du Xinjiang, à partir de la fin de 2016 jusqu'à aujourd'hui, il ne se passe aucune attaque terroriste. Alors c'est une situation très bien accueillie par la population locale. En tous les cas, il y a évidemment un mouvement de fond dans le monde par rapport à cette minorité ouïghour et vous portez cette parole ce matin, monsieur l'ambassadeur. On va conclure, Lou Shaye, plus personnellement. Vous êtes décrit dans les différents portraits, je cite, ce n'est pas moi qui le dis, comme un loup guerrier. Ce sont les diplomates qui n'hésitent pas à faire des coups d'éclat, à aller au clash, à défendre leur pays. C'est parce que je m'appelle Lou. Ah oui, vous avez bien raison. Je m'appelle Lou, mais donc ma question, je suis combattant. Je ne suis pas guerrier, je suis combattant. Je suis combattant pour défendre notre pays. La défense de votre pays. Bien sûr. Pour les valeurs partagées aussi dans le monde. Quelles sont les valeurs mon pays préconise et promeut les valeurs communes de l'humanité dans le monde. La paix, le développement, la justice, l'équité, la démocratie et la liberté. C'est notre valeur aussi. Merci Lou Shaye. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Je vous en prie.